Bonsoir, bienvenue dans ce 5e webinaire de la rentrée de l'Espace France Rénov du CAUE de la Charente. Donc je vous présente d'abord la structure pour que vous sachiez que vous pouvez faire appel à nous pour vos besoins de conseils sur la rénovation de logements. Alors le CAUE de la Charente, c'est une association qui est liée par convention avec les collectivités locales, c'est-à-dire le département, et également les communautés de communes et la région sur la partie conseil en énergie. Nos missions, c'est d'informer et de conseiller de manière personnalisée les particuliers, également les collectivités, sur les thèmes qui ont trait au cadre de vie en général, c'est-à-dire le bâtiment, l'urbanisme et l'environnement. Donc les conseillers qui sont en rapport avec le public, avec les particuliers, sont mes collègues Mickaël et Mathias et moi-même sur la partie énergie, et Philippe qui est notre architecte conseiller pour les particuliers. Et nous avons également Alicia sur la partie paysage, donc sur les aménagements paysagers éventuellement autour des logements. Sur le CAE, donc le CAE est Espace France Rénov pour la Charente. Je vais revenir sur ce point-là au niveau géographique juste après, mais les Espaces France Rénov, c'est un réseau qui a été créé par l'État dans les années 2000 et qui a pris divers noms. Mais dont la vocation a toujours été de conseiller de manière neutre et gratuite tous les particuliers sur les projets en rapport avec les économies d'énergie, et plus particulièrement aujourd'hui la rénovation thermique. Donc nous sommes plus de 500 espaces sur la France et plus de 2000 conseillères et conseillers sur le territoire national. Et en termes de financement, eh bien, c'est principalement le dispositif des certificats d'économie d'énergie, la région Nouvelle-Aquitaine et les communautés de communes et le département, pour ce qui nous concerne. Nos missions, c'est donc d'informer, de conseiller sur tous les projets de rénovation thermique. On a un grand volet de réponse à des questions sur les aides financières. Et nous organisons des animations de type visite de site, balade thermographique, présence sur des salons. Voilà, on essaie de se rapprocher du public pour l'informer et pour faire connaître nos services. Alors, je disais, nous sommes Espace France Rénov sur la Charente, mais à l'exception du Grand Angoulême et du Grand Cognac, sur lesquels, en fait, ces territoires, ces agglomérations ont internalisé le service France Rénov et disposent de leur propre service. C'est-à-dire que si le logement sur lequel vous souhaitez être conseillé est situé soit sur Grand Cognac, soit sur Grand Angoulême, vous devez vous adresser au territoire en question. Sinon, ce sera partout ailleurs en Charente. C'est donc le CAE qui est votre espace France Rénov, donc avec l'appui des communautés de communes et du département. Alors, le cœur du sujet de ce soir, la ventilation. D'ailleurs, d'abord, pourquoi doit-on ventiler un logement? Eh bien, en premier lieu, parce que pour des questions de qualité sanitaire de l'air, puisque notamment donc on cherche à maintenir un certain taux d'humidité et que ce taux d'humidité n'augmente pas trop en hiver. Et donc on va limiter. Alors, quand vous avez un taux d'humidité qui est trop important, vous risquez d'avoir à la fois des développements de bactéries, de virus, de moisissures, d'acariens également, et éventuellement des maladies respiratoires. Quand ce taux d'humidité est trop faible, quand l'air est trop sec, il peut y avoir d'autres sortes de bactéries et de virus. Vous pouvez avoir des problèmes d'allergie et également il peut y avoir du développement d'ozone qui est un gaz nocif pour la respiration. Donc la ventilation, elle permet aussi d'évacuer le dioxyde de carbone
le monoxyde de carbone, qui normalement est issu d'une mauvaise combustion, donc il faut déjà l'éviter à la source, hein, c'est très dangereux, et les composés organiques volatiles qui sont en fait souvent émis par l'école, donc tout ce qui est ameublement, les sols en PVC, tout ce qui est peinture aussi. Donc il y a énormément de dégagement de gaz un peu nocifs qui émanent de nos intérieurs. Voilà, donc on cherche à évacuer à la fois ces polluants et l'excès d'humidité par le biais de la ventilation pour maintenir un air sain. Deuxième raison, c'est que quand le taux d'humidité augmente, eh bien, l'air est plus difficile à chauffer. Là, on voit sur les chiffres que c'est à peu près 2,5% d'énergie supplémentaire à fournir par degré de chauffage. Donc voilà, ça peut augmenter, ça peut être significatif en termes d'économie d'énergie, de consommation si l'air est trop humide. C'est une question également de confort, puisque dans les périodes chaudes, plus l'air est humide, plus la chaleur est difficile à supporter. Et en revanche, quand il fait très froid, un air sec va renforcer aussi la sensation de froid. Donc il y a un équilibre à trouver au niveau du taux d'hygrométrie. En règle générale, on considère que dans un logement, il faut qu'il fasse entre 40%, avoir entre 40% et 60% d'humidité relative dans l'air. Dernière raison, eh bien, on va éviter la dégradation du bâti, puisque l'humidité sous forme de vapeur d'eau qui est compris dans l'air intérieur a tendance à migrer vers l'extérieur pour s'équilibrer avec le taux d'humidité, la teneur en humidité à l'extérieur, dans l'air extérieur. Et ce faisant, alors cet air ou cette vapeur d'eau, en tout cas, hein, qui est plus fine que l'air et qui passe à travers des parois telles que du placo, du lambris, du fermacell, passe à travers l'isolant et va rencontrer à l'interface entre l'isolant et le mur qui est froid. Et donc, cette vapeur d'eau, au contact du froid, risque de se condenser, de pourrir l'isolant dans un premier temps, de le dégrader, voire d'endommager la structure elle-même du mur, hein, surtout pour les murs anciens qui sont ourdés avec des matériaux qui craignent l'eau liquide, tels que la terre, la chaux, le sable. Donc voilà, ça peut créer des dégradations dans le bâtiment, dans la structure, dans les charpentes également, si on y prend garde. Donc, par rapport à ça, il faut d'une part que l'isolation soit bien protégée, entre l'isolant et le parement intérieur, il faut qu'il y ait une membrane d'étanchéité, ce qu'on appelle également un frein vapeur, qui soit posé de manière bien continue, bien hermétique pour éviter ces migrations de vapeur d'eau, en tout cas pour les limiter. Et d'autre part, il faut éviter qu'il y ait une trop grosse concentration de vapeur d'eau à l'intérieur pour limiter ces risques également. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais la vapeur d'eau, d'où elle vient? Elle vient de notre présence qui va dégager à la fois par notre respiration, donc de la vapeur d'eau par notre respiration, par notre transpiration, par la cuisson des aliments, l'évaporation de l'eau en général, éventuellement s'il y a de la végétation à l'intérieur qu'on va arroser, si du linge qui sèche, hein, ça va dégager plusieurs litres d'eau par lessive. Donc voilà, il y a tout un tas de sources d'humidité qui est liée à notre présence, les douches évidemment, et qui vont s'accumuler dans l'air intérieur si on ne l'évacue pas. Donc voilà pourquoi on doit ventiler. Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on doit ventiler un logement alors que ce n'était pas le cas autrefois, simplement parce que les maisons anciennes
et avait des fenêtres perméables, hein, avec des courants d'air, des cheminées ouvertes, des planchers sur cave non jointifs, etc., etc. Et donc, la ventilation, le renouvellement d'air se faisait naturellement. Aujourd'hui, pour des questions à la fois de confort et de maîtrise de l'énergie, on va rendre l'enveloppe plus hermétique, plus étanche, mais il faut quand même assurer ce renouvellement d'air, d'où le rôle de cette ventilation qui est donc aujourd'hui mécanique, hein, ventilation mécanique contrôlée. Alors, on en vient aux solutions, justement, à commencer par la plus simple, qui est la VMC simple flux. Alors, la VMC simple flux, elle ne se compose que d'une aspiration au niveau des pièces humides, des pièces de service, là où l'humidité se dégage le plus, hein. Donc, salle de bain, cuisine, toilette également. Donc, ces pièces sont équipées d'une bouche d'extraction qui est reliée à un caisson centralisé de VMC, en général placé dans les combles, mais pas forcément, et qui est relié donc aux bouches d'extraction par des gaines. Et ensuite, cet air qui est extrait doit être expulsé à l'extérieur, donc par une sortie en général en toiture. Donc ça, c'est important. Il faut surtout pas dégager de la vapeur d'eau de la ventilation directement dans les combles. Euh, c'est parfois constaté, mais ça peut créer des gros soucis d'humidité donc hein, dans les structures, au niveau de la charpente, dans l'isolation des combles, etc. Faut vraiment expulser à l'extérieur. Donc on a ce système d'aspiration d'un côté et par aspiration, par mise en dépression du logement, on va faire entrer de l'air par les entrées d'air, en général aux fenêtres, hein, qui sont situées dans les pièces de vie, chambre, salon, salle à manger. Et donc, dans les pièces, les fenêtres des pièces humides où on va avoir une extraction, elles ne doivent pas être dotées d'ouverture, d'entrée d'air, sinon ça chanterait en quelque sorte le trajet de l'air et on sous-ventilerait les autres pièces, les pièces de vie. Voilà le principe général de la simple flux. Maintenant, on a plusieurs types de simple flux. L'autoréglable qui a un débit constant et l'hygroréglable qui, elle, varie, le débit de l'hygroréglable varie en fonction du taux d'humidité. Donc, il y a un asservissement, plus le taux d'humidité est élevé, plus le débit va être important et plus on va extraire l'air pour le remplacer par de l'air qui va être plus sec. Et donc ainsi réguler l'humidité. Si le taux d'humidité est faible, c'est-à-dire s'il y a absence d'activité humaine pendant un certain temps, eh bien, le moteur se met au ralenti et on a donc moins de pertes thermiques par renouvellement d'air, par air froid qui entre, air chaud qui sort. L'hygroréglable, il a de deux types. Le type A qui régule uniquement le débit d'extraction. Donc, ce sont les bouches d'extraction qui vont varier en section d'aspiration et donc mécaniquement agir sur le débit qui va se restreindre. Ça, c'est le type A. Le type B, on a à la fois ces bouches d'extraction hygroréglables, mais également les entrées d'air qui, elles aussi, sont hygroréglables. C'est-à-dire que, en fonction du taux d'humidité de la pièce, le clapet va plus ou moins s'ouvrir pour permettre un passage d'air plus ou moins important. Titre d'exemple, si vous êtes dans une chambre la nuit, que vous respirez, vous dégagez de l'humidité, eh bien le clapet va s'ouvrir un peu plus et que le salon, ceux du salon au même moment où il n'y a personne. Et donc on va ventiler davantage, prioriser la ventilation sur la chambre, sur les chambres, que sur le salon. Inversement, la journée, en soirée, vous êtes dans le salon, vous dégagez de l'humidité, vous faites de la cuisine, etc. Euh, et dans la chambre, il n'y a personne, donc le clapet de la chambre va se fermer un peu plus, et donc on va éviter de ventiler uniquement cette pièce, et on va au contraire accroître la ventilation de la pièce de vie. Voilà un peu le principe, type A, type B, tout réglable. Ensuite, nous avons la double flux. Alors, la double flux, on va avoir le même
système d'extraction que pour la simple flux, mais en plus, on va avoir donc un deuxième flux, un deuxième réseau, qui va être un réseau d'insufflation, où on va donc là alimenter les pièces de vie, chambre, salle de séjour, salon, par de l'air neuf qui va venir directement, enfin pas directement justement, il va passer par le caisson de la VMC, mais il va venir d'un point unique à l'extérieur et non plus du tout par les entrées d'air des fenêtres. Euh, Ce point d'entrée d'air va donc alimenter, passer par le caisson de ventilation et il va croiser l'air extrait qui lui est chaud. Et donc l'air froid va prendre une bonne partie des calories de l'air chaud et alors sans qu'il y ait mélange d'air, hein, on ne parle pas du même air, on a bien de l'air neuf, mais il y a un système d'échangeur thermique qui fait qu'il récupère les calories de l'air extrait. Et ensuite, on va insuffler directement dans les pièces. Donc, comprenez que là, c'est un peu plus complexe à installer puisqu'il y a deux réseaux. Il faut alimenter chaque pièce soit par une extraction, soit par une insufflation. Ce qui fait que parfois, ça peut être compliqué quand on a un étage, quand on a un mur de refend trop épais. Enfin, bon, voilà, il peut y avoir des contraintes qui font que ça reste complexe. Le cas idéal, c'est quand on a tout de plein pied avec un comble unique et on peut tout passer là au-dessus. En tout cas, voilà, il y a ce frein-là. Il y a également la problématique euh, eh bien, en fait, du réseau d'insufflation qui doit être le plus propre possible, hein, c'est-à-dire ne pas être le siège de dépôt, de moisissure, de condensation. Il doit être nettoyable idéalement. Donc là, il faut plutôt recourir à des gaines rigides ou semi-rigides qui sont démontables et que l'on peut nettoyer au moins une fois par an pour éviter, puisque c'est l'air qu'on respire, hein, on parlait de qualité de l'air, il faut absolument que ces gaines restent propres. Donc voilà pour les contraintes. Pour les avantages, eh bien évidemment, il y a d'abord la récupération de chaleur hein, sur l'air extrait. On peut avoir aussi un des avantages qui est de répartir la chaleur dans le logement. Par exemple, quand vous avez un point de chauffage unique, type poêle à bois, poêle à insert, poêle à granulés, etc. Eh bien, au lieu de refroidir les chambres, les pièces qui ne sont pas sous l'influence directe du poêle, les refroidir par la ventilation de l'air froid qui entre par l'extérieur, on va récupérer la chaleur du poêle indirectement par la ventilation et la répartir un peu plus uniformément dans le logement. Donc on aura une contribution plus importante en général des appareils indépendants comme ça au chauffage global. Moins besoin de recourir à des appoints électriques par exemple. Euh, un autre avantage possible, c'est si par exemple vous avez une façade qui est de pièces de vie qui est côté rue, en tout cas sur un lieu un peu pollué ou bruyant, on peut ne pas avoir d'entrée d'air à cet endroit-là et aller chercher l'air là où là il sera plus sain vers l'arrière du logement. Euh, voilà pour la double flux. La VMI, alors ça veut dire ventilation mécanique par insufflation. Là, c'est un peu particulier, on inverse le principe de la VMC classique. Euh, donc, au lieu d'aspirer, on souffle. Donc, on va arriver par un point d'entrée unique ou par deux points différents et l'air va se diffuser et va sortir en théorie par les entrées d'air qui deviennent donc des sorties d'air des huîtres. Alors, ce système, bon, il faut prendre des précautions parce que d'une part, ça pose question alors, en termes de diffusion de l'air et de ventilation effective de tous les espaces. Hein, on maîtrise un peu moins le flux de l'air à l'intérieur. D'autre part, là, on a un schéma idéal avec les sorties par les sorties qui sont prévues pour, mais
On sait qu'un bâti n'est jamais parfait, il y a toujours des fissures, des zones où l'air peut s'immiscer, voilà, des parties qui sont perméables, qui sont pas complètement colmatées. Et donc, si l'air chaud intérieur est donc potentiellement humide, chargé d'humidité, vapeur d'eau, passe à travers ces imperfections, à un moment donné, il va se passer ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire transformation de la vapeur d'eau en eau liquide et dégradation potentielle du bâti. Donc ça, c'est vraiment risqué. Enfin, il faut vraiment prendre des précautions à ce niveau-là. Euh, D'autre part, ce sont souvent des systèmes qui sont équipés d'une batterie chaude électrique pour éviter d'avoir une entrée d'air froid concentrée à un ou deux endroits. Eh bien, les fabricants la dotent d'un système de résistance électrique qui va préchauffer l'air, avec donc des consommations bon, qui sont pas forcément souhaitées à la base. Puisque en plus, l'électricité, pour faire du chauffage, hein, on sait que c'est pas la meilleure énergie possible, c'est assez coûteux. Euh, donc, en revanche, alors, un cas de figure où ça peut être indiqué, par exemple, ce sont les zones qui sont sujettes au radon. Alors, le radon, c'est un gaz radioactif naturel qui émane des roches granitiques. Et notamment pour ce qui nous concerne en Charente, ça va se passer surtout dans la zone nord-est hein, du département, dans le Conflent notamment. Alors, il existe des cartes hein, de zones sujettes au radon. Ça ne veut pas dire que si vous êtes sur ce type de zone, votre logement y est exposé. Il est possible de faire des mesures de radon. Il faut s'adresser à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et donc vous pouvez recevoir un kit et faire des mesures pendant un certain temps pour voir si vous avez des concentrations de radon qui sont problématiques. On peut se prémunir du radon. Alors souvent, ça sort du sol par les caves et ça reste dans les maisons s'il y a une mauvaise ventilation, justement. Donc, d'une part, il faut étancher les sols et en plus, il faut ventiler correctement. L'avantage de la VMI par rapport à ça, c'est que puisqu'elle met le logement en surpression, elle va éviter qu'il y ait des émanations qui viennent du sol ou qui soient aspirées par une ventilation par extraction. Bref, voilà, ça c'est un cas de figure où la VMI peut se justifier, mais elle pose quand même pas mal de questions. Enfin, vous avez la ventilation mécanique répartie. Alors, dans les cas de figure où il est trop compliqué de raccorder les pièces humides où on a un extracteur, hein, donc cuisine, salle de bain, WC, quand il est trop compliqué de les raccorder à un même caisson de ventilation, parce que, par exemple, une salle de bain va être trop loin du reste, parce que, encore une fois, on peut avoir des murs de refend beaucoup trop gros à percer, enfin, voilà, des contraintes du bâti. Eh bien, dans ce cas-là, la ventilation répartie, elle se compose d'extracteurs qui vont ventiler indépendamment chaque pièce de service. Et donc, un extracteur, c'est un ventilateur avec un moteur qui va traverser une paroi, hein, soit un mur extérieur, soit un plafond, éventuellement être accordé à une gaine pour sortir à l'extérieur, euh, et qui va donc faire le même travail qu'une VMC. Simplement, alors il peut être également hygroréglable. Il peut soit se déclencher au-dessus d'un certain taux d'humidité, soit varier son débit en fonction du taux d'hygrométrie. Euh, Par rapport à une VMC, simplement, on a des systèmes qui sont en général un peu moins efficaces, un peu moins performants en débit. Et également, ben, on a un moteur pour chacun des extracteurs, donc avec les consommations qui sont liées. Voilà pour un peu les différentes techniques possibles. Euh, donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part, en tout cas surtout à nous consulter
pour votre projet de rénovation, quel qu'il soit. Hein. Donc, si vous dépendez de notre territoire, donc du CAUE, contactez-nous donc au 05 45 92 95 93 et éventuellement on pourra prendre un rendez-vous pour explorer ça plus largement. Alors, le webinaire, vous pouvez le revoir sur notre chaîne du CAUE. Le prochain aura pour thème ce jeudi le solaire photovoltaïque. Donc, mon collègue Mickaël vous expliquera un peu les tenants et les aboutissants de ces systèmes et puis les précautions, enfin voilà, les questions, les bonnes questions à se poser. Et voilà pour ce soir. N'hésitez pas à nous contacter pour demander conseil et à nous poser toutes les questions que vous avez pour votre rénovation thermique. Merci, bonne soirée, à bientôt.